Il y a donc aujourd'hui ce krach boursier, ce krach pétrolier, il y a un krach sanitaire avec le coronavirus, il y a aussi depuis plusieurs années un effondrement moins perceptible sans doute, l'effondrement de la démocratie. Notre époque ressemblerait-elle aux années 1930 ? Avec nous pour en parler, Nicolas Bavrez, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes économiste, historien et vous êtes l'auteur du livre Alerte démocratique aux éditions de l'Observatoire. Avec nous également David Jaïs, bienvenue également. Vous êtes essayiste, auteur du livre Slow Démocratie, comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main. C'est chez Alary Éditions. Nicolas Bavrez, commençons par l'épidémie de coronavirus, puisque ça impacte, on a envie de dire, quasiment tous les secteurs, à commencer par aujourd'hui celui de la santé bien sûr, mais aussi de l'économie. Pour vous, l'heure est grave ? Oui, en fait, on a affaire à une vraie pandémie maintenant, c'est certain, avec finalement 3 cas de figure. En Chine, il y a une forme de stabilisation, l'activité reprend après 6 semaines d'interruption. En revanche, dans le monde développé, on a un impact maintenant qui est majeur, avec, par exemple, aux États-Unis, il y a eu un vrai retard dans la mobilisation du gouvernement puisque Donald Trump ne voulait pas entendre parler d'un phénomène qui risquait d'affaiblir l'économie. Et puis on a surtout, et il ne faut pas l'oublier, un monde émergent qui va être en grand danger dans les pays où les systèmes de santé sont fragilisés. Et là, on peut avoir, c'est frappant de voir que pour l'instant, on a apparemment très peu de cas en Afrique, ce qui paraît notamment ce qui paraît très peu vraisemblable. Donc sur l'économie, ensuite, on a le court terme, le long terme. Le court terme, c'est un choc très compliqué parce qu'en fait, c'est un triple choc. On a le choc d'offres avec la rupture des chaînes d'approvisionnement. On a le choc de demande, puisque quand les gens sont confinés, ils ne consomment pas, ils ne vont pas travailler. Et puis on a un choc financier dont on a vu qu'on a le deuxième coup aujourd'hui. Sur le moyen terme, c'est vrai que ça va amplifier, ça nous ramène sans doute, ça va amplifier la démondialisation qui est en route depuis 2008 et qui est en route donc à la suite du krach, avec la remontée du protectionnisme, pour des raisons également écologiques. Et maintenant, pour des raisons sanitaires et aussi des raisons de sécurité stratégique. Alors David Jaïs, justement, vous le dites en introduction, dans votre livre, pendant 40 ans, on a chanté les louanges de la mondialisation heureuse. Cette épidémie montre la grande dépendance du monde face à la Chine. Comment changer la donne, selon vous ? C'est vrai qu'elle fonctionne comme un révélateur de ce qu'on savait déjà, à savoir la profonde interdépendance des nations et des sociétés entre elles. Vous voyez bien que le foyer épidémique, c'est la région de Wuhan en Chine. Et quelques mois après, on se retrouve avec une pandémie d'ampleur globale, puisque, à mon avis, les chiffres s'agissant du monde émergent et des pays africains sont totalement sous-estimés, faute de systèmes d'analyse et de santé performants. Ce qu'on voit, c'est évidemment que les systèmes sont ouverts, extrêmement interdépendants, et donc quand il y a une vulnérabilité décentralisée qui apparaît en un point du système, il peut y avoir, comme un jeu de domino, une fragilisation du système en entier. C'est en réalité une crise de la mondialisation, puisque au-delà du fait que le virus circule et se propage parce que les gens voyagent et traversent les frontières, on voit bien aussi que nous sommes extrêmement vulnérables sur le plan économique. Mais est-ce que c'est encore possible de reprendre la main, par exemple, pour fabriquer un médicament de base comme le paracétamol ? C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que les chaînes de valeur aujourd'hui ont été éclatées dans le monde entier, et sur certains actifs stratégiques comme les médicaments, 80 à 90% des principes actifs sont fabriqués en Chine. Donc il suffit que la chaîne de production chinoise soit à l'arrêt, comme c'est le cas ces dernières semaines, pour qu'on se retrouve dans une situation de très grande vulnérabilité. Je ne pense pas qu'il faille passer à une démondialisation pure et simple, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut réfléchir à mieux localiser nos actifs stratégiques ou à tout le moins re-régionaliser les chaînes de valeur. Ça, c'est pour l'aspect économique. Sur l'aspect politique, le régime chinois semble aujourd'hui montrer, et la propagande est en marche, montrer que ce virus ne venait pas de Chine. Le Parti communiste chinois, apparemment, s'engage dans cette idée de montrer au monde que non, ce n'est pas à cause de nous. Pour vous, cette épidémie, elle affaiblit le régime communiste ou elle le renforce ? Alors, à court terme, on voit qu'il y a un durcissement du contrôle de la population. Je pense néanmoins que le pouvoir absolu de Xi Jinping a montré ses limites. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est contre les autorités que la population chinoise, il n'y a pas de démocratie en Chine, mais il y a une opinion publique et qui se mobilise par les réseaux sociaux, sur l'environnement, mais aussi sur la santé. Et ça a été le cas cette fois-ci. De l'autre côté, on a des démocraties qui sont des régimes qui ont beaucoup de mal à faire
face à ces situations d'urgence. Et on en a encore la preuve. Justement, prenons l'Italie, on ne sait pas encore ce qui se passera en France. Quel est l'impact de cette gestion finalement de la crise sanitaire sur l'Italie, le paradoxe, si je puis dire là, en tant qu'historien, c'est que vous savez que le terme de quarantaine a été inventé à Venise au XIVe siècle, au moment où il y a eu la Grande Peste. Et c'était à ce moment-là. Et aujourd'hui, la ville de Venise se trouve de nouveau confinée 700 ans après. On verra ce qui se passe sur l'Italie. Ce qui est vrai, c'est que l'Italie est à la fois un grand pays développé et un pays dont le système de santé est fragile, on le sait. Et on voit qu'il y a un impact direct. Donc, dans les conséquences, si vous voulez, c'est là où les choses vont être compliquées. C'est qu'à court terme, il faut être clair, ce choc va favoriser toutes les forces populistes. Parce que tous les gens qui expliquent qu'il faut rétablir des frontières, qu'il faut fermer... Et c'est une solution qui est absurde, parce qu'on n'empêchera pas les risques globaux. Ce qu'il faut, c'est les gérer de manière beaucoup plus coordonnée et intelligente. En revanche, il y a une chose qui est aussi vraie, c'est que la résilience des nations face à ces chocs extérieurs, à ces chocs globaux, il faut travailler sur cette résilience, que ce soit les grands risques industriels, le réchauffement climatique ou les risques sanitaires, puisque maintenant, ça, on avait été prévenu. Les épidémiologistes nous avaient dit qu'aujourd'hui, un virus fait le tour du monde en 9 jours. Alors qu'il avait fallu pratiquement un siècle pour que le choc épidémiologique des Espagnols, des conquistadors, par exemple, ravage les civilisations amérindiennes. Il a fallu pratiquement un siècle. Et même la grippe dite espagnole, alors qu'en fait, elle venait déjà de Chine, a mis beaucoup plus de temps. Il n'y avait pas les mêmes moyens de transport et de circulation. Vous avez prononcé le mot populisme. Vous citez d'ailleurs notamment Georges Bernanos, qui écrivait « Ce n'est pas nous qui revenons vers le passé, c'est le passé qui menace de revenir sur nous ». Il s'agit bien entendu des années 1930. David Jaiz, diriez-vous que le populisme est né de la déception et du déclassement de ceux qu'on pourrait appeler les oubliés de la mondialisation ? Alors, j'ai un certain inconfort philosophique avec le terme de populisme parce qu'il me paraît embrasser trop de réalités disparates. Néanmoins... Un peu fourre-tout, si on veut être un peu familier. Voilà, et puis il y a un débat aujourd'hui quant à son usage, savoir si ça désigne un style ou une doctrine. Ce qui est certain, c'est que toutes les difficultés, les troubles, voire la crise de la démocratie qu'on voit dans les pays occidentaux, c'est à mon avis l'inadéquation entre une structure qui est la démocratie représentative et les défis du moment. Et ces défis, ils sont de nature économique, culturelle, sociale. Et on voit que les démocraties représentatives ont de plus en plus de mal à prendre en charge ces difficultés, notamment du point de vue des classes moyennes qui sont, on le sait depuis Tocqueville, les actionnaires de la démocratie en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est pour cette population-là que la démocratie libérale s'est épanouie depuis 2 siècles. Et donc, il y a la volonté d'essayer autre chose, d'essayer une autre formule. Et c'est là qu'on se tourne vers des régimes beaucoup plus désintermédiés, par exemple, avec un refus des corps intermédiaires, des partis politiques, des syndicats. On se tourne vers des régimes où la violence verbale augmente en termes de décibels. On se tourne vers des solutions où, finalement, on est dans du nationalisme intégral avec des mesures de fermeture de frontières ou de règlement un peu autoritaire des problèmes qui, effectivement, et là je souscris à ce que disait Nicolas Bavret, ne vont pas régler en réalité les problèmes. Mais ce qui est certain, c'est que cette demande de reprise en main mérite d'être traitée, mérite d'être adressée, sans doute autrement que ce qu'elle est aujourd'hui avec le populisme. Alors il y a des populismes, Nicolas Bavret. Qu'est-ce qui vous a, incité à lancer ce cri d'alarme ? Le cri d'alarme, il est sur le fait qu'on a oublié, alors encore plus après la chute de l'Union soviétique où il y a eu cette illusion que la démocratie de marché avait gagné pour l'éternité, on a oublié que la démocratie est mortelle et que généralement elle s'effondre de l'intérieur plutôt que par des défaites militaires extérieures. Il ne fait pas de doute qu'au XXIe siècle, on aura de nouveau comme enjeu la liberté politique avec un affrontement entre la démocratie et puis le djihadisme et les démocratures. Mais en fait, l'issue de cette grande confrontation dépendra beaucoup de la manière dont la démocratie va répondre au défi intérieur qui est le défi populiste qui correspond en fait à la démocratie illibérale. Donc c'est bien vrai que les populismes sont extrêmement divers, mais on trouve quand même des points communs. Ce ne sont pas seulement des forces protestataires, elles portent un projet qui est
un projet qui est effectivement nationaliste, protectionniste, xénophobe, mais en tout cas un projet illibéral. Ouais. Donc, comment on explique ces forces? Il y a deux grands types de facteurs. Les facteurs proprement économiques, on a parlé de la mondialisation tout à l'heure, c'est vrai que les classes moyennes ont été laminées par la mondialisation et elles sont surplombées par la peur des robots et de la révolution numérique. Et puis, il y a les facteurs proprement politiques, la peur de l'islam, la peur de l'immigration, la peur de la Chine, la montée de l'insécurité, le sentiment que les institutions représentatives ne fonctionnent plus et que les dirigeants sont impuissants. Vous faites le parallèle, vous opposez démocratie libérale et illibérale. On pourrait aussi opposer élite et peuple, parce que la rupture, elle est là aussi. Alors, évidemment, il y a une forme d'inégalité, mais si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que la lecture par la lutte, il y a une polarisation des sociétés et des territoires, c'est tout à fait vrai, une montée spectaculaire des inégalités. Mais je ne crois pas que l'explication par la lutte des classes soit la bonne. C'est pour ça que je pense que Tocqueville a raison contre Marx. C'est avant tout une analyse politique, ce qui se passe. Et c'est là où on a une comparaison avec les années 30. Ouais. C'est plus dangereux que la lutte des classes parce que c'est une atomisation de la société. Et quand les individus, la société sont atomisés, c'est à ce moment-là qu'on a un espace qui se libère pour des forces qui sont des forces vraiment hostiles à la liberté. Et c'est là où on a une comparaison avec les années 30, parce que, évidemment, notre monde n'a rien à voir avec celui des années 30, mais on a quand même une paix ratée en 89 comme en 1918. Ouais. On a une grande crise du capitalisme qui a été moins mal gérée quand même parce qu'on n'a pas mais dont on voit que les séquelles sont toujours présentes et les problèmes de fond n'ont pas été traités. On a cette déstabilisation des classes moyennes et on a maintenant des régimes alternatifs aux démocraties. Alors justement, David Jayes, des régimes alternatifs, quand vous parliez des dirigeants qui sont arrivés au pouvoir en surfant, si l'on peut dire, sur le populisme par leur style ou par leur programme, on pense à Donald Trump aux États-Unis, à Boris Johnson en Grande-Bretagne, même si comparaison n'est pas raison, qu'en est-il d'un certain Emmanuel Macron? D'aucuns le disent aussi populiste, voire techno-populiste. Non, moi je pense qu'on ne peut pas faire ce genre de comparaison. Ce qui est certain, vous parliez de Donald Trump ou de Boris Johnson, c'est que... Emmanuel Macron, il a quand même dit l'ancien monde c'est fini, pas de corps intermédiaire. Vous avez cité tout à l'heure les corps intermédiaires. Il a tenu ce discours. Oui, mais pour moi, en réalité, la crise que nous traversons aujourd'hui, c'est vraiment une crise du pouvoir sur soi de la démocratie. C'est-à-dire, est-ce que la démocratie, comme régime politique, est capable de traiter les problèmes majeurs qui sont ceux de la mondialisation économique, qui sont ceux de l'immigration, qui sont ceux du changement technologique auxquels sont confrontées les sociétés. Et la poussée du vote populiste, faute d'un meilleur terme, elle est liée au fait que les citoyens ont le sentiment que leurs dirigeants ne sont plus capables de traiter ces problèmes et qu'il y a en quelque sorte une autonomisation de la classe dirigeante. Je suis d'accord sur le fait que la thématique de la lutte des classes s'est effacée. En réalité, la thématique de la lutte des classes, elle a prospéré durant les 30 Glorieuses. Merci. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. On aura l'occasion d'y revenir. Merci. Merci.